Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ramadan Karim للجميع. Rétro-info donc de la semaine. J'ai le plaisir donc pour en parler de recevoir sur le plateau Zoher Ruiz, secrétaire national de Jid Jadid. Bonsoir, merci. Ramadan. Alors, Badis Khelissa, président club émergence et membre comité central Tala al-Hurriyat. Salam alaikum, bonjour. Merci d'être avec nous. Ramadan Moubarak. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bouzidi Chalalan, beau comme un soleil aujourd'hui. Kharj alik Ramadan Yakhou. Bonsoir Jamal. Bonsoir mon collègue journaliste. Marhaba bik. Merci. Alors d'abord, pardon, moi j'ai de la foule dans mon oreille. J'ai de la foule, j'ai un grand rachis. Alors, donc, nous allons commencer par nous allons avoir à parler de trois sujets, les sujets les plus saillants de la semaine. Donc, la fameuse marche des retraités de l'armée, qui est en train de se reproduire un peu partout à travers le territoire national. Il y a eu même une marche à Alger, une marche sur Alger. Et puis, nous parlerons du départ de Sellal et puis de l'arrivée de Tebboune. Et donc, le premier sujet. Le 360. Algérie. Des milliers de retraités de l'armée ont marché à Alger. Par Karim Zeidan. Alors, donc, les retraités de l'armée ont marché, ils promettent de marcher encore, ils sont en train de s'organiser un peu partout à travers le territoire national. Ils sont de plus en plus nombreux, ils sont pour le moment des milliers, certains parlent de dizaines de milliers, nous ne savons pas, à vrai dire. Et donc, ils sont composés majoritairement de retraités, de rappelés, de gens qui ont été radiés, d'invalides de guerre, comme on dit, et aussi de familles de soldats qui sont morts au combat ou morts au champ d'honneur. Et donc, et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent, entre autres, la reconnaissance officielle de leurs sacrifices consentis pendant la décennie rouge, la prise en charge médicale de qualité pour ceux d'entre eux qui sont très atteints, augmentation de leur pension de retraite, l'accès au logement, à l'emploi, régularisation de leur situation en matière de sécurité sociale, attribution de licences de taxi, de café, etc. En tout cas, leurs demandes sont nombreuses et variées et ils sont très déterminés. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, Bouzid? Moi personnellement, je pense que ne pas reconnaître les GLD et les militaires, leurs sacrifices pour le pays et pour tous les citoyens algériens est un crime. Nous, on demande à la France de reconnaître les crimes de la guerre, alors que nous, chez nous, on ne reconnaît pas les gens qui se sont battus pour nous assurer aujourd'hui et instaurer une sécurité. Je pense que les revendications sont plus ou moins légitimes, parce que je pense que les militaires doivent au moins avoir accès aux soins, par exemple à l'hôpital militaire de Ain Adja, ce qui n'est pas le cas maintenant, ce qui est très grave, parce que c'est des gens qui ont été blessés durant des opérations de ratissage et de lutte antiterroriste. Donc, du coup, leurs revendications sont tout à fait légitimes, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de salaire, qui sont blessés, qui sont invalides. D'ailleurs, on a vu des images qui ont été relayées sur les réseaux sociaux, des gens qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains. Il y avait même l'image du fameux handicapé sur un fauteuil roulant qui n'avait pas les deux pieds. Je pense que c'est très grave de traiter ainsi des Algériens qui se sont battus pour nous assurer une sécurité et instaurer voilà, la sécurité dont on réjouit aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous sommes toujours dans des logiques de revendications séparées? Par exemple, si nous parlons d'invalides ou d'handicapés, pourquoi ne pas aborder le problème d'une façon générale? Par exemple, je vous donne un exemple. Ici en France, tous les handicapés, les personnes en situation de handicap, quelle que soit la cause première de leur handicap, ils sont traités de la même manière. Ça veut dire humainement, ils ont droit à toutes les indemnités qu'il faut, aux soins qu'il faut, sans qu'il faille appartenir à une catégorie sociale ou une autre. Par exemple, pour les salaires minima qui permettent de vivre dignement, pourquoi faudrait-il que les attribuer à une catégorie socio-professionnelle et pas à une autre? Pourquoi qu'il n'y aurait pas un SMIC digne pour tout le monde, etc. Et pour toutes les autres demandes aussi. Pourquoi faut-il que chaque catégorie sociale revendique en fonction de sa propre appartenance, comme l'ont fait la police, par exemple, hein, qui ont marché sur la présidence? Pourquoi sommes-nous toujours dans cette démarche?
Je pense, moi personnellement, je pense que ce que tu viens de dire, Jamal, est très correct. Parce que par exemple, si on parle que d'handicapés en Algérie, déjà, sur les trottoirs, ils ne peuvent pas rouler avec Il n'y leur a pas fauteuil roulant. d'accessibilité. Il n'y a pas d'accès. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, si on parle uniquement d'handicapés. Mais là, nous sommes dans un cas très particulier et plus grave. Parce que ces gens-là se sont battus. Ils ont reçu des ordres, ils ont appliqué des ordres. Ils étaient envoyés pour des missions précises. Ils étaient armés, ils combattaient des gens qui étaient armés. Du coup, ils étaient en mission. C'est des gens qui ont perdu des mains, des pieds, etc. Franchement, c'est très grave. En plus, ce qui est plus grave, ils demandent la reconnaissance morale. Parce qu'il faut comprendre aussi leur plateforme de revendication. Ils demandent la revendication morale de tout leur sacrifice, ce qui est tout à fait normal. Moi, peut-être, moi, si c'était mon avis, je ne demanderais pas ça parce qu'il n'y a que le peuple qui... personne ne peut remettre en question ça. Parce que c'est des gens qui se sont battus, qui ont fait la guerre, des gens qui ont perdu leur famille. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, par exemple, dans l'armée et dans les gardes communaux, parce que c'est deux luttes aussi similaires. Donc il y a des gens qui ont perdu leur famille, il y a des terroristes qui se sont vengés de leur famille, ils ont égorgé leur famille. Donc du coup, ces gens-là qui demandent la reconnaissance morale et on refuse de reconnaître plus ou moins ça, je pense que c'est très grave de la part d'un pouvoir auquel ils veillent, enfin, ces militaires veillent pour assurer la sécurité du pays. C'était très intéressant ce que vous suscitez là. La reconnaissance morale, c'est vrai, il la demande à qui? Il la demande à un régime, alors que normalement, elle devrait émaner de la population, de la société en tant que tout. C'est toute la problématique de ce qui a été soulevé ici, c'est que nous sommes face à une situation qui consiste où on a des pans entiers de la population qui sont livrés à eux-mêmes, face à un régime complètement autiste et qui ne procède pas de la légitimité. Donc effectivement, demander une reconnaissance à un régime lui-même illégitime, il n'arrive pas à l'entendre et il n'arrive même pas à la comprendre. Et nous sommes face à une situation où, effectivement, ceux qu'on appelle de manière très générique les retraités de l'armée, ça a été bien rappelé, qui ont donné leur vie pour ce pays finalement, et ils y ont laissé une partie de leur corps. Ceux-là se retrouvent livrés à eux-mêmes comme d'autres corporations ou d'autres catégories de population. Et pourquoi est-ce qu'ils font ce type de revendication? Vous avez posé la question un peu seul et pas dans un cadre beaucoup plus globalisé. C'est parce qu'avec ce régime-là, on a bien vu, et vous avez rappelé la manifestation des policiers, c'est qu'il faut que chacun se débrouille tout seul, il faut que chacun aille finalement porter ses revendications dans la rue pour espérer obtenir quelque chose. Cela veut dire que concrètement, les institutions qui en principe doivent être représentatives et porter les revendications des populations ou des différentes catégories de population ne fonctionnent pas. Et on le sait pourquoi elles ne fonctionnent pas, parce qu'elles ne procèdent pas finalement de la légitimité et elles sont toutes cooptées. Et donc elles ne peuvent pas représenter ces populations, elles ne peuvent pas porter leurs revendications. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir un jour les retraités de l'armée dans la rue, un autre les policiers, un autre les chômeurs, un autre ceux qui attendent un logement, etc. etc. Mais le malheur, c'est que les catégories les plus fragiles, les plus fragilisées, n'obtiendront donc rien. Par exemple, si nous parlons des handicapés, des personnes en situation de handicap, Oui. dont on ne connaît pas le chiffre, c'est un chiffre secret. Le régime refuse de le communiquer, comme d'autres chiffres d'ailleurs. Mais il serait au moins de 2 millions. Au moins. Ces gens-là n'ont aucun droit pratiquement. Ils touchent 4 000 dinars d'indemnité par mois pour vivre. Mais comme ils n'ont pas la possibilité de s'organiser, de marcher dans la rue, donc ils n'auront jamais satisfaction. Oui, c'est ceux qui ont la plus grande capacité de nuisance qui arrivent à obtenir. Et on l'a vu avec les policiers, comment ils ont obtenu gain de cause. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne avec ce régime. Et le régime lui-même, quand vous regardez, il le procède lui-même de ce genre de rapport de force. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés au pouvoir sont tous arrivés depuis l'indépendance, et même avant, sont arrivés à la suite d'un rapport de force qu'ils ont remporté
Et donc, ils ne comprennent que ce mode de fonctionnement, et c'est ce mode de fonctionnement qu'ils ont finalement installé dans la population. Donc, il est évident que, et j'espère qu'ils obtiendront gain de cause pour une bonne part de leurs revendications, évidemment, mais il est évident que c'est difficile, c'est compliqué face à un régime autiste qui, de toute façon, n'est pas l'émanation du vote de cette population-là. Mais ce qui est plus marquant, je trouve, et ce qui est plus grave aussi, ces faits se sont déroulés dans une région, dans l'une des régions où il y avait le plus de massacres en Algérie. Et ce qui m'a vraiment étonné, je n'arrive même pas à avoir d'explication, c'est l'absence de solidarité des gens sur lesquels ces gens-là se sont battus. Donc à Boumerdès, par exemple, c'est une des régions, c'est des Ali Bounab, c'est vraiment des montagnes à l'époque qui étaient vraiment très chaudes. Du coup, je me demande aujourd'hui, ces gens-là qui ont vu les militaires et les terroristes se battre pour leur assurer leur sécurité et pour les protéger, ne se manifestent pas. Je pense que ça, c'est un fait très grave. Badis. Écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui vient d'être dit, et à mon sens, je pense que ça nous renvoie fatalement sur un point central, une question vraiment qui aujourd'hui, plus que jamais, est mise en exergue, qui est le fameux modèle de gouvernance aujourd'hui dans lequel nous vivons, auquel ce régime, cet establishment, je dirais même, qui est en train d'opérer depuis maintenant quelques années, voire des décennies. Mais ce qui est le plus malheureux dans tout ça, c'est qu'effectivement, je vous rejoins sur votre question, et c'est une question pertinente à mon sens, car aujourd'hui, nous avons, à travers ce modèle de gouvernance, une espèce de ségrégation de droits. Ces valeureux personnes qui, justement, qui ça n'amuse pas, justement, de sillonner les rues pour demander, pour certains même, quémander des droits qui sont normalement des acquis institutionnels, constitutionnalisés, qui plus est pour une catégorie de population qui ne s'est pas posé la question d'y aller ou pas, pour être aux premières lignes, qui plus est, rappelons-le, en règle générale, c'est des gens qui ont payé justement de leur chair ce combat contre l'obscurantisme et le terrorisme. Donc pourquoi aujourd'hui justement cette fameuse ségrégation entre une catégorie et entre une autre? Parce qu'effectivement, ils ont face à eux des gestionnaires qui obéissent au doigt et à l'œil, qui sont aux ordres finalement, qui ne prennent aucune initiative, parce qu'ils sont dans une inertie, dans un statu quo. Rappelons-le, on est dans un pays qui vit une impasse politique. Et cette impasse politique oblige ses ministres, les ministres de tutelle, en l'occurrence, et notamment ceux de l'armée, de ne pas pouvoir lever le petit doigt. Parce que finalement, qui donne les ordres dans ce pays? Nous ne le savons pas. Ou du moins, de multitudes de forces constitutionnelles. En l'occurrence, en la situation économique très grave, une crise avec des demandes qui viennent de partout. Il y a aujourd'hui un véritable front social qui est en train de s'organiser. Et le malaise social, pour me répéter, est quasi général. Ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Et les revendications ne sont pas minces. Au moment où on sait que ce régime, de toutes les façons, ne pourra pas les satisfaire. Même s'il le voulait, même s'il voulait acheter la paix sociale, même s'il voulait calmer tout le monde, il n'en a plus les moyens. Et comment ça va se passer alors? Oui, mais justement, quand je reviens sur cette gouvernance où il y a eu une défaillance, rappelons-le, flagrante et absolue, cette défaillance a fait qu'aujourd'hui, nous avons des problématiques qui s'accumulent au fil et au gré des années. Rappelons la crise économique dont nous vivons depuis 4 années maintenant. C'est du temps précieux que nous avons perdu, irréversiblement. On n'est pas encore en crise aussi. Pardon? Il faut aussi aggraver les choses, on n'est pas encore en crise. On y va vers la crise, voilà. mais Dites-le aux citoyens algériens, par contre, au quotidien. Non, le citoyen, il est en crise. Moi, je parle du citoyen. C'est très important. Non, mais moi, quand je parle de cette tribune, je parle au nom du citoyen, voilà, justement, parce que c'est nos seules revendications, effectivement. Oui. Parce que nous pouvons refaire le monde, mais le citoyen est le seul constituant. Non, je rejoins votre avis, c'est juste pour ne pas après, si on est puriste, effectivement, on peut apporter des... Oui, encore un matelas financier confortable. Exactement. Mais sinon, est-ce que le régime, je vous pose la question à vous trois, est-ce que ce régime ne va pas être tenté, parce qu'il n'aura pas suffisamment de moyens pour satisfaire les demandes de tout le monde? Est-ce qu'il ne va pas être tenté de jouer avec ça, à la limite, je pense que pour séparer les uns des autres, les monter les uns contre les autres? Ce régime est imprévisible. C'est un régime qui agit d'une manière vraiment
imprévisible et on ne sait pas du tout ce qu'il va faire. C'est vrai que des fois on a des lectures, on a des informations et tout, mais on l'a vu par exemple cette fois-ci avec l'installation du nouveau chef du gouvernement. Faut-il rappeler que 48 heures avant, Sellal était en train de faire des consultations avec les présidents de partis pour la formation du nouveau gouvernement. Et à la grande surprise, on lui a demandé, on a dû demander de consulter. C'est pour ça que je vous dis ça. Ouais. Mais si on revient au cas des militaires par exemple, moi aussi ce qui me choque, c'est les policiers qui marchaient pour revendiquer des droits, qui les ont réprimés. C'est les mêmes policiers qui ont fait la marche. Moi, j'ai couvert la marche. J'ai fait la marche de Bab Zouar jusqu'au palais de la présidence à Mouradia. Eux, ils n'ont pas marché sur Alger. Eux, ils ont marché sur la présidence. Non, le parcours exactement, c'était Bab Zouar, Alger Centre, et ils ont passé la nuit au palais du gouvernement. La moitié a passé la nuit au palais du gouvernement et la moitié à la présidence. Voilà. Et le lendemain, ils sont tous rejoints à la présidence, à Mouradia. Mais ce qui me choque, c'est ces policiers qui répriment leurs collègues, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est deux appareils sécuritaires. Oui. Ils sont là pour assurer la sécurité du citoyen et du pays. Donc, quand on voit que ces gens... Et plus grave, les militaires, il y a énormément d'invalides et d'handicapés entre eux. On a vu les images. Familles, des enfants, des femmes. Il y a des familles qui n'ont pas de moyens pour subvenir à leurs besoins aujourd'hui. Par exemple, j'ai vu par exemple certaines femmes et certains enfants, ils n'ont pas de parents. Et comment veut-on qu'ils vivent? C'est un problème, c'est un vrai problème. Nous allons une autre remarque avant de passer au sujet suivant. Alors. Le second sujet. TSA. L'Amamra dit non à l'ambassade d'Algérie à Paris. Et à travers l'Amamra qui dit non à la nomination d'ambassadeur, c'est complètement hallucinant, hein, qui était ministre des Affaires étrangères. Non seulement on lui propose de devenir ambassadeur, non, l'Amamra, c'est un cas très particulier et très sensible. Hein. Oui. Ambassadeur à Paris, c'est mieux que n'importe quel ministre. Ah non, mais l'Amamra, c'était quelqu'un qui a aussi initié le débat, les fameuses négociations maliennes. C'était l'exploit et la fierté de l'Algérie. Oui. Donc personne ne s'attendait à ce que l'Amamra ne sera pas renouvelé dans le nouveau gouvernement. Et le compte, c'est que Bsahel, qui était son auxiliaire, qui a été maintenu. Son supplétif, ils ne s'entendaient pas bien, ils étaient à couteau tiré. Exactement. Non seulement il a été maintenu, mais on a supprimé les deux départements pour en faire un seul, et à qui on a donné un Msahel qui était donc en guerre avec la Mamra et qui, s'il est nommé ambassadeur, va devenir son grand patron. Je pense que je ne dirais pas le gouvernement, donc le groupe restreint qui est en train de diriger le pays, ils ont peur de toute personne qui a un niveau intellectuel et peut-être des ambitions présidentielles et qui pourra peut-être être une personne qui va gêner dans l'avenir. Donc je pense qu'ils sont dans cette logique et du coup ils puissent dans le réservoir. On a vu par exemple la nomination de Tebboune. Tebboune, franchement, c'était pas... C'est comme l'a dit Abed Sharaf, un confrère qui travaille, je pense, au quotidien d'Orange. J'ai entendu leur émission sur le CCP de Maghreb émergent. Il a dit on a remplacé un ancien wali des années 70 par un nouveau wali des années 70. Oui, ce qui est vrai. Effectivement. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Donc, du coup, je ne vois pas l'intérêt de... C'est vrai que Sellal, c'était insupportable. À un moment, parce que c'est Sellal qui représente l'Algérie dans toutes les manifestations internationales, dans toutes les rencontres. C'est lui qui a eu les chefs de gouvernement et les présidents. Mais le problème, c'est vrai que d'un côté, on était obligé de remplacer Sellal parce qu'on n'en pouvait plus. On a vu les humiliations avec Angela Merkel, on a vu de toutes les couleurs. Mais le remplacer par Tebboune, il faut savoir que ce n'est pas un gestionnaire parce que l'Algérie... Tebboune est très proche de la fratrie Bouteflika. Bien sûr. Tebboune a été rappelé, il était parti en retraite anticipée en 92, il me semble. Et il a été rappelé en 99 quand Bouteflika est arrivé. Et tenez-vous bien, Tebboune passe pour être un parent par alliance au fameux Marab d'Adrar, là, celui qui a... D'Adrar, c'est ça normalement, oui. J'ai oublié son nom. Qui avait prédit à Bouteflika qu'il allait être président. Non, mais il faut bien rappeler aussi qu'une semaine avant la nomination de Tebboune, il y avait des signes. Donc, il y avait des signes qui signifie que peut-être Tebboune sera mieux placé dans le nouveau gouvernement. Ça fait 3 mois qu'on est en train d'en parler. Non, mais aussi une semaine avant, Tebboune a critiqué publiquement les manœuvres du Premier ministre, les décisions sur la question des logements et des entrepreneurs qui ont manifesté à Alger. Donc Tebboune, dans une déclaration, il a dit que je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre qui n'a pas facilité
l'obtention de fonds auprès du ministère des Finances et je pense de la CPA, la banque. Donc du coup, c'est la première fois qu'on voit un ministre de l'Habitat critiquer aussi un Premier ministre, ministre de l'Intérieur, un Premier ministre, pardon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre avant que je vous pose quelques questions précises sur la question? Sur le nouveau gouvernement? Oui, sur l'ancien, sur le nouveau. Bon, sur l'ancien. Sur l'ancien d'abord. Sur l'ancien, voilà. Il a montré, Abdelmalek Sellel a montré combien il a été inutile en tant que Premier ministre. Il a été non seulement inutile, mais il a été nuisible. Parce qu'il avait des conditions qui étaient favorables. En 2012, le baril était à plus de $100. Le prix du baril était à plus de $100. Il n'en a rien fait. Le niveau des réserves de change était élevé à ce moment-là. Et c'est sous son gouvernement, en tout cas sous sa responsabilité, que tout ça est parti en fumée. Abdelmajid Tebboune était ministre de Sellel, donc il assume complètement la responsabilité de ce qui a été fait. Voilà, donc un clown s'en va. Mais il part sans rendre compte. Oui, il n'y a pas de bilan, parce qu'il n'y a pas, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'institution. Donc évidemment, il ne présente pas de bilan à une institution dont il ne procède pas. Pour présenter un bilan et être responsable devant une institution, il faut procéder de cette institution-là. Donc Abdelmalek Sellel n'était pas le représentant d'une majorité parlementaire qui aurait été légalement et légitimement élu. Non, il avait été nommé, et on voit bien qu'Abdelmajid Tebboune, c'est la même chose. Et ça a été rappelé quand Sellel mène des consultations pour former le nouveau gouvernement, et puis juste après, ce n'est pas lui qui forme le nouveau gouvernement, on voit bien que les choses ne fonctionnent pas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est un gouvernement imprévisible. Oui, mais c'est il nous donne des signes qu'il y aura une chose, et à la fin, on aura une autre chose. Ça donne cette impression-là. Bon, on peut penser très clairement que nous sommes face à un gouvernement de technocrates qui est là pour mener les affaires courantes en attendant 2019 ou avant. Voilà. Il n'en sortira, à mon avis, certains disent rien. même, Badis Renissa, que ce gouvernement n'est là que pour chauffer le fauteuil. Certains parlent d'un gouvernement qui aurait pu être nommé de Cheikh Ibrahim, mais que comme ce n'était pas très favorable, le climat, donc on aurait demandé à Tebboune de chauffer le fauteuil en attendant que le vrai Premier ministre arrive. Écoutez, probablement, toutes les hypothèses sont bonnes à prendre parce qu'effectivement, nous sommes dans un gouvernement hypothétique. Qui plus est, aujourd'hui, ne daigne même pas de rendre des comptes et d'être responsable de son bilan, qu'il soit catastrophique ou pas, mais au moins à minima, envers le peuple algérien, on se doit quand même de défendre certains choix qui ont aujourd'hui effectivement mené le pays à sa perte, et nous n'avons pas pu, du moins, endiguer, voire même supprimer cette crise qui s'inscrit dans la durée et dans le temps. Maintenant, moi, sur le remaniement en lui-même, parce que c'est un énième remaniement, rappelons-le, pour moi, c'est encore une énième... J'aimerais qu'on reste d'abord sur le départ de Sellel. On va arriver au nouveau gouvernement. J'aimerais que vous commentiez d'abord vous savez, par exemple, Sellel qui est tenu par la Constitution, à chaque exercice, il est resté 5 ans, 5 exercices. Et donc il est tenu normalement par la Constitution, à chaque début d'exercice, de présenter au Parlement un plan de politique générale qui doit être approuvé. Ça peut aller jusqu'à la motion de censure. Or, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais fait il s'est jamais prêté à cette prestation, qui est pourtant constitutionnelle. Et à son départ, il est tenu par les usages de faire, je ne sais pas, une sorte de passation de consigne, de bilan comme ça. Il ne l'a même pas fait. Il n'en a pas estimé utile de rendre compte ni au Parlement qui n'est plus là, ni au nouveau. Parce que tout simplement, ce régime ne considère pas le peuple algérien. Ce régime s'inscrit dans un jeu de chaises musicales dans lequel, au fait, on remplace l'un et l'autre et on pérennise les intérêts de la caste et du régime. On ravale les façades. Absolument, c'est du ravalement, absolument. Donc c'est de l'esthétique avant toute chose. Ensuite, pour Sellel, en ce qui concerne Sellel, c'est quelqu'un qui, rappelons-le, quelqu'un qui est très gestionnaire, très technocrate. C'est quelqu'un qui émane de l'ENA. Vous pensez Technocrate dans le mauvais sens, attention, je m'explique. Technocrate dans le sens où il applique à la lettre, sans rechigner, les directives qui viennent de la haute sphère. Voilà. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de protéger un très bon élève. C'est pas un technocrate. C'est un très bon élève, mais technocrate dans le mauvais sens, c'est-à-dire où il applique
les mauvaises directives. Procédurier, Très dans le voilà, dans l'action. bureaucrate. Voilà. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, au fil des années, a pu justement acquérir cette place qu'il occupe, hein, rappelons-le, parce qu'on a eu beaucoup de remaniements dans lesquels il est resté à la tête du gouvernement, alors que les règles d'usage veulent que dans des pays, on va dire, démocratiques, quand il y a un remaniement, l'un des premiers qui saute, c'est bien évidemment le Premier ministre. Ce qui n'est pas le cas, ce qui donne aussi ce caractère singulier toujours à notre politique en Algérie. Mais pour Abdelmalek Sellal, aujourd'hui, je pense que plus que jamais, ce qui a coûté un peu son limogeage, je dirais ça entre guillemets, c'est l'impopularité grandissante. Mais il nous faisait bien rire. Hein. Non, mais c'est Oui, tout à fait le c'était contraire, le je bon pense. côté des choses. C'était un ministre L'impopularité. très populaire, celle-là. Très populaire. C'était un ministre faisait très rigoler populaire, tout le monde tout le temps. Bah oui, surtout avec l'affaire de Juste Madame laissez-moi finir mes Samia. propos, s'il vous plaît. Après, vous pouvez. Non, mais on plaisante. Non, l'impopularité dans le sens. Non, certes, oui, je le conçois, mais effectivement, il y a eu certains adjectifs, notamment de clown. Bon, j'irai pas jusque-là, mais effectivement, lors de ces déclarations, on avait en moins ce côté un peu humoristique qui peut-être détendait l'atmosphère quelque part. Mais quand je parlais d'impopularité, cher monsieur, c'est l'impopularité aujourd'hui, plus que jamais, à l'issue des élections législatives. Rappelons-le, cette abstention majeure du jamais vu dans l'histoire de la politique algérienne, même aussi bien qu'elle soit singulière. Donc cette impopularité aujourd'hui a fait qu'on a appuyé sur le bouton éjection pour pouvoir essayer de chercher un nouveau souffle à travers d'autres personnes. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Moi, je pense que la lecture est tout autre. Parce que je pense qu'avec cette nomination et cette éjection de Sellal, ça confirme une chose très importante. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait attention. Ça confirme que le groupe très restreint qui dirige le pays n'ouvre pas ses portes à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que Sellal, par exemple, était dans le noyau des gens qui dirigent le pays. Je pense que là, ça nous confirme que ce n'est pas le cas. Il y en a qui se sont trompés à ce point. Bien sûr, exactement. Pour moi, Sellal a toujours été un périphérique. Oui. De la même manière qu'un Ouiahia. Non, pas du tout. Pas de la même manière que Ouiahia. Ouiahia aussi, il n'applique pas ses idées, il n'applique pas sa feuille de route. Il faut savoir que ce groupe très restreint, et ça, par exemple, l'éjection de Sellal, ça veut dire beaucoup de choses, parce que Sellal qui faisait des consultations pour un nouveau gouvernement, pour mettre en place un nouveau gouvernement dont il sera le chef, a eu la grande surprise de ne pas être Premier ministre. Ouais. Donc ça confirme beaucoup de choses. Oui, mais on lui a demandé de consulter, ça veut dire qu'il a fait une corvée qu'on lui a confiée. Oui, mais c'est pour ça que je dis. De toutes les façons, il n'est pas vraiment consulté. C'est pour ça que je dis que Sellal ne fait pas partie de ce petit groupe très restreint de gens qui dirigent le pays. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. Comme il ne reste plus beaucoup de temps et que le sujet le plus important va arriver, plus rien à dire, une remarque, on passe au sujet suivant. On y va. Dernier sujet. Jeune Afrique, Algérie. Qui sont les 4 poids lourds débarqués du gouvernement par Bouteflika? Par Farid Alilat. Alors j'aimerais, si vous pouvez discuter à bâton rompu, vous interrompre les uns les autres, ce serait très bien. Commencer par ce que nous venons d'écouter, ces 4 poids lourds, hein, donc la Mamra. La grande surprise, c'était Hamid Guérine. C'était une très très grande surprise. Personne ne s'attendait à ça. Et apparemment, c'est le choc pour lui. Hein. Et il était très proche de la fratrie. Oui. Bouchouarb était très proche de la fratrie. La Mamra était très proche de la fratrie. Oui. Et Boutarfa a fait le sale boulot quasiment de ramener Ould Qaddour et de préparer tout le tintouin. Oui. Et donc on l'évacue quand même. Ce sont de vraies questions. Les gens ne comprennent pas encore. À votre avis? Je pense que c'est des gens qui commencent à prendre on commence à trop parler d'eux. C'est des gens qui commencent vraiment à occuper trop l'actualité. Et je pense que, moi, ma lecture personnelle, je pense que ces gens qui dirigent le pays éjectent toute personne qui est susceptible d'être un concurrent dans l'avenir. Je pense que c'est la seule lecture. Parce que Hamid Guérine, il n'y a pas un seul ministre dans l'histoire de la presse algérienne qui a fait la guerre. Il est détesté par la corporation comme jamais et même aucun autre ministre. Et même par la presse publique. Hein, il l'appelle le ministre de la publicité. Exactement. Donc je pense que c'est le cercle très restreint qui dirige le pays. Parce que je pense qu'il faut faire la différence. Il ne faut pas qu'on dise que le gouvernement. Parce que ici, avec ce qui vient de se passer, cette fois-ci, on a compris que ce n'est pas le gouvernement qui décide et ce n'est pas le gouvernement qui dirige.
Ça, on le sait ça, depuis très ça, longtemps. oui, Ça, c'est oui, pas une nouveauté. oui, Ça, oui, c'est pas Oui, un mais scoop. éjecter 4 poids lourds comme Le comme gouvernement vient de n'a le jamais dire rien Jamel. représenté en Algérie. Il faut se rappeler ce que Bouteflika a fait du chef de gouvernement. Il en a fait un Premier ministre. Un Premier ministre sans pouvoir. Oui. Le pouvoir Sans est à la prérogative, tout à fait. présidence, mais la responsabilité, elle est chez le Premier ministre. Constitutionnellement parlant, le Premier ministre est responsable devant le Parlement, mais il n'a aucun pouvoir. Il doit juste appliquer le programme du président de la République. Sans pour autant qu'il appartient à la majorité Et parlementaire. évidemment, ça, c'est puisqu'il procède du choix personnel Personnel du absolu du président. président de la République. Donc ça, déjà, dans les institutions, Bouteflika a mis ça dans les institutions. Mais bien avant, on le sait parfaitement, il n'a aucun pouvoir. Donc ça, ce n'est pas un scoop. Moi, personnellement, je pense que nous sommes, effectivement, on a sorti tous ces personnages, plutôt que personnalités, qui plutôt étaient des personnages de controverse, qui, effectivement, on entendait beaucoup parler d'eux. C'est Pas vraiment en les bien, relais principaux mais pas en bien, puisque vous Oui, avez oui. parlé Green, controverse, Green polémique, et Bouchouareb, Bouchouareb, Boutarfa et pas la Mamara, Mamara. ça a l'air d'être un autre. Voilà, ça doit être un ouais, autre angle un de autre règlement de compte. Mais ou, j'ai l'impression que le souhait, c'est vraiment de recentrer sur un gouvernement d'exécutants, de technocrates, qui va plutôt gérer la situation en attendant. Voilà ce qui va se Ce n'est passer. pas trop dire technocrate. Ça veut dire qu'ils ça vont- suppose de la compétence quelque part. Par exemple, quand vous prenez le ministre qui a été nommé, celui qui était à l'ANSEJ, je ne me rappelle plus son nom. Je pense qu'il faut dire que c'est des relais. Oui, Mais c'est ils des peuvent relais qui l'avoir, relaient la bien compétence l'information. peuvent l'avoir. Ont-ils la capacité de l'interpréter et finalement de l'appliquer à bon escient? Ça, c'est un autre sujet. Quand je dis technocrate, ça veut dire que ce n'est pas des politiques. Oui, C'est- j'entends. C'est-à-dire qu'ils J'entends n'ont- bien. ils n'ont pas de vision personnelle qu'ils viennent mettre en œuvre, combien même elle serait cohérente avec le programme du président de la République. Et Ils viennent quelle appliquer. est cette propension, les uns et les autres, de ce régime les gens sont en train de se poser de vraies questions. Tebboune a été inquiété pénalement par la justice dans l'affaire Khalifa. Il a été mis en examen, il a été placé en liberté provisoire, en liberté surveillée. Avec de vrais chefs d'inculpation. Ould Qaddour, qui a à son attraque la vache laitière du pays. Je pense qui que vit le au cas de pays. Shakib Khalil aussi, c'est un Le très, cas de c'est- Shakib c'est- Khalil. c'est un Ça- très bon exemple. Ça veut dire qu'on est en train de ramener des repris de justice ou des gens sur lesquels pèse une de grosses présomptions, des faisceaux de présomption très lourds. Pourquoi? Tout bonnement, enfin, moi j'estime à mon sens que le noyau il perdure et notamment ces personnages ou ces personnes dont vous avez évoqué les noms tout à l'heure sont là parce que tout bonnement on est dans un régime qui mesure, et je ne le répéterai pas assez, qui mesure la compétence ou le degré de compétence par le degré d'obédience et d'allégeance et même voire d'asservissement. Et ces gens sont asservis. Donc force est de constater qu'un régime qui veut perdurer, il a besoin de gens quelque part esclaves de la parole, donc esclaves de l'instruction, de l'injonction, donc qui ne rechignent pas sur les Qu'on peut faire directives. chanter, Absolument. C'est des leviers. Ils sont avant- fragiles. C'est des parce leviers que- avant toute Ils sont chose. tenus. C'est Voilà. des leviers, absolument. Ils sont C'est tenus des en place. leviers de développement dans le mauvais sens. Mais j'ai encore plus loin. Ce chapitre, on va dire judiciaire ou de déboire, on va dire judiciaire, devient finalement caduque parce que c'est la haute sphère qui décide. On sait très bien que la justice n'est pas indépendante. Elle est justement sous le joug de ce régime. Donc forcément, on peut facilement, on l'a bien vu, malheureusement constaté pour certains, notamment un certain Shakib Khalil, qui maintenant a racheté, excusez-moi un peu l'expression triviale, a racheté une virginité politique aujourd'hui qui revient au devant de la scène. Il y a aussi comme le cas si rien d'Amarol n'est- qui a été convoqué dans l'affaire de l'autoroute des Suez aussi. Oui, oui, oui. Il était ministre, si vous vous rappelez. Il a refusé de se présenter devant le juge. Il a envoyé une lettre. Mais et ça a été pris en Boujara considération. Sultan est à l'époque. Oui. Saïd Sidi Saïd qui a C'est- reconnu avoir falsifié le Bouchouareb PV. dans l'affaire Panama Papers, etc. Il y a énormément de cas. Donc je pense que toute personne qui commence à prendre de l'ampleur et quelque part, c'est pas de la bonne popularité, mais la popularité d'une manière, je ne sais pas. Donc c'est des gens sur lesquels on commence vraiment à trop parler. Surtout ce qui est problématique en Algérie, c'est quand on donne, des fois, on se dit des personnes qui sont trop puissantes qui sont dans le gouvernement. Je pense que ce système déteste ça. Parce que comme Bouchouareb et Hamid Green, etc., pour les Algériens, c'était des gens qui sont intouchables, qui pèsent lourd dans le gouvernement et dans le système, le noyau du système. Je pense que ce noyau
éjecte toute personne qui est susceptible de lui faire concurrence dans l'avenir. Vous savez comment le nom qu'on a donné à Hamid Green ces derniers jours? Vous entendez parler de grands écrivains britanniques ou américains, je crois. Graham Greene. Ah oui, oui, j'ai vu ça avec sur... deux E à Green. Oui, j'ai Alors, vu ça sur les Facebook. gens appelaient Hamid Green Draham, pas Graham. Ouais. Graham Greene. Graham Greene. Oui, Bon, c'est vrai. mais c'est vrai ce que vous dites, Bouzid Chalalen, c'est très vrai. On a l'impression que ce régime est en train de s'entourer. Bien sûr, on l'a vu, il y a le cas d'Ali Ben Flis, qui est aussi très récent, avec les événements de Kabylie. Il était Premier ministre. C'est lui qui a signé le décret d'interdiction de manifester sur Alger. Aujourd'hui, on voit les gens qui ne peuvent plus manifester. Donc, Ali Ben Flis, c'était quelqu'un qui est très proche avant de... On pensait que c'était quelqu'un de très proche du gouvernement. Mais après, il s'est avéré que ce n'est pas le cas. Mais Ali Ben Flis, à la limite, il ne lui pendait pas au nez autant d'affaires criminelles. Oui, non, non, d'une part et d'autre part, excusez-moi, permettez-moi maintenant qu'on aborde le cas Ben Flis. Il est concerné. Ouais, je sais. Non, mais tous les Algériens sont concernés. Oui, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui se donne en fait ce courage et cette abnégation d'essayer de changer les choses, je pense que tous les Algériens peuvent le porter. Et ce projet, en l'occurrence. Non, je pense pour le cas de Ben Flis, on pourra y consacrer un chapitre, tout un chapitre si vous voulez. Non, mais Bouzid a opté sur un autre angle. Là, il n'a pas porté atteinte. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Justement, c'est en complémentarité, effectivement, où le cas Ben Flis, effectivement, quand il a occupé certaines fonctions, et notamment 6 années sur 40 ans de parcours, dont 14 ans en opposition, c'est dire que justement la proportion de l'opposition, elle est beaucoup plus importante que la fonction, haute fonction. Quoi qu'il en soit, ces 6 années de fonction, comme vous l'avez dit, que ce soit au ministère... J'aimerais qu'on nous restions dans notre... ministère de la Justice. Non, mais moi, j'ai évoqué le cas de Ben Flis, quand il était Premier ministre. Les Algériens pensaient qu'il était très proche. Qui n'a rien à voir avec ce qu'on les Algériens pensaient qu'Ali Ben Flis, c'était quelqu'un très proche et qui est dans le noyau qui dirige le pays. Mais après, il s'est avéré que Ali Ben Flis a été éjecté comme tout le monde. Voilà ce que vous voulez dire. Il n'a pas été éjecté, pardon. Il n'a pas été éjecté. Non, c'est pour ça que je vais... Il est parti. Non, mais il est parti. Vous savez, s'il voulait vraiment faire partie de ce régime et être en haute sphère, il l'aurait fait. Mais nous ne parlons pas d'Ali Ben Flis. Ça a été évoqué par quelqu'un, enfin ce monsieur. Oui, mais dans un autre sens. Par souci justement de légitimité, de justement ce que je représente, notamment le parti Talal Hurriyet, il est de mon devoir d'y répondre. Oui, mais il n'a pas été attaqué du tout. La notion des mots et la subtilité des mots est très importante dans les... D'accord, mais sinon, j'aimerais que... il a soulevé une piste qui est très intéressante. C'est vrai que ce régime, on sent qu'il est en train de s'entourer de commis de l'État et de grands serviteurs de l'État, très théoriquement, ces qualifications ne vont pas avec les personnages, qui sont très fragiles du fait qu'ils traînent des casseroles. On dirait que c'est fait exprès. C'est cette piste que je voudrais... Mais c'est la seule motivation du recrutement, vous savez. L'entretien de recrutement se base effectivement sur les casseroles que vous pouvez avoir. On avait dit tout à l'heure, c'est des leviers, mais c'est aussi des gens par qui on tient par justement ce type de déboire. Ça veut dire que vous avez de casseroles et bien vous avez de la chance évidemment, vous allez converger vers effectivement le même objectif. Donc vous n'allez pas porter votre vision, votre point de vue, votre réserve sur ce on va vous demander comme injonction. Donc, parce que vous faites partie de la famille. Absolument. Vous avez des choses de la famille lointaine. De la famille lointaine. Voilà, de la famille de 5 et 8. Voilà, tout à fait. Donc, non, mais c'est pour ça, enfin, plus sérieusement, c'est un caractère de recrutement dans cette sphère-là, dans ce régime-là. Mais je crois qu'il y a surtout aussi une incapacité à renouveler finalement le personnel politique. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas non plus à avoir d'autres éléments qui pourraient être recrutés sur la base de la compétence et qui pourraient accepter de venir travailler avec eux. Donc on voit bien aussi qu'ils sont un repoussoir de ce type de profil. Et donc finalement, ils utilisent un certain nombre... Les gens vraiment compétents, vraiment intègres n'accepteraient pas de à mon sens, travailler avec eux. À mon sens. Mais par contre, si je peux terminer, Bouzid, c'est qu'à mon sens, ils n'ont pas fait partir des gens qui ont pris de l'importance. C'est là où je ne suis pas d'accord. Ils ont fait partir des gens qui posent problème, qui les mettent en difficulté au quotidien. Et donc, c'est pour ça que je redis, j'ai le sentiment... les mettre en difficulté, pas parce qu'ils les affrontent, parce qu'ils sont incompétents ou parce qu'ils sont tombés dans des situations... Comme Green
qui s'est Qui a déclaré la guerre. entêté à faire la guerre à la presse. Et donc Finalement, ça- par excès de zèle, à vouloir trop servir le Absolument, régime, absolument. il l'a desservi. Et donc il dessert et il pose problème. Il Ouais. devient un problème pour eux. Et Bouchouerb, c'est la même chose. Donc ce genre de personnes posant des problèmes, des difficultés, de manière inutile. Donc ils s'entourent évidemment de personnes plus dociles et qui acceptent de faire le boulot qu'on leur demande de faire sans avoir à aller chercher autre chose de plus. Et Bouchouerb, il n'a pas servi de victime expiatoire à une guerre des clans qui a fini en faveur d'un clan contre un autre. Probablement, ce qui est sûr, c'est qu'on voit aussi... L'affaire que- Rabarab, par exemple. Oui, probablement, mais au-delà des partants, on voit bien que, par exemple, les partis TEJ et le MPA, et même le RND, Oui. qui espéraient des portefeuilles ministériels. Le RND avait même proposé 2 noms, c'est eux qui le disent, qui Oui. n'ont pas été retenus. Après ça, moi, j'y crois pas trop. hein. En tout cas, ils n'ont pas eu... Je pense que c'est une ils n'ont mise pas en eu scène les portefeuilles. pour nous montrer une soi-disant. C'est possible, c'est possible. Je et voudrais juste soi-disant, terminer sur on voit bien démocratie. que Tej, par exemple, n'a pas eu ce qu'il pouvait espérer. Le Il a eu MPA un ministre, non plus. il a eu un portefeuille. Ils ont eu chacun un ministre. Mais je Ils pense en qu'ils attendaient espéraient des au moins- ministères régaliens peut-être. Voilà, ils en espéraient plus et mieux. On voit bien le RND n'a pas obtenu, en tout cas, les 2 noms qu'ils avaient poussés. Et finalement, Je finalement, pense pas ils que se ce sont soit vrai parce que le recentrés. RND aux élections législatives, il a quasiment doublé ses sièges au Parlement. hein. Je pense pas que le RND vraiment ait proposé des noms qui n'ont pas été retenus. Mais il est Moi, très loin, je il est trop pense- loin je de pense- son frère siamois. Je pense que c'est une mise en scène pour nous dire que voilà, c'est nous qui dirigeons et on choisit les personnes qu'on veut. Si on parle des statuts ou bien des profils des gens qui recrutent, moi, j'ai toute une autre lecture. Je pense qu'il faut qu'on le dise. Peut-être si on choisit, si on fait vraiment... si on filtre les profils des ministres qui étaient dans l'ancien gouvernement, je pense que le ministre, l'intellectuel, c'était la Mamara. C'est la Mamara quand même qui a vraiment touché des sujets Elle n'est pas très surfaite sensibles. un peu sa réputation. Je ne sais pas, mais quand même, avec ce qu'il a fait, quand même, c'est quelqu'un qui parle très bien, qui représente l'Algérie très bien, etc. Et on a vu aussi... Qui en fait trop Ce- aussi, ce qui- ce qui a fait aussi son exploit, c'était le conflit malien, entre le conflit intermalien. Les accords Mais d'Alger, oui, je pense que c'est ça qui a fait qui a constitué sa grandeur. Mais le problème, moi, je pense que pour qu'une personne soit recrutée au garde et dans le gouvernement, je pense qu'ils ont des critères très précis. Alors là, il a refusé d'être. On dit qu'il a refusé Moi, je de pense prendre que le c'est poste. une humiliation pour lui d'être éjecté au ministère des Affaires étrangères. Surtout avec et de- Msahel qui était et de- son et de- ennemi et qui effectivement. redevient son patron. Effectivement, hein, c'est- effectivement. Et de garder Msahel Ouzao qui va devenir son patron. Donc, ils ont inversé les rôles quelque part. Mm. Et concrètement, Msahel, par rapport à la Mama, c'est incomparable, il faut le dire. Mm. Mais je pense que pour Et- recruter et, un ministre... Yahya, Mm. il s'est éclipsé ces derniers jours. Il n'est plus là. Oui, il était toujours pourquoi l'homme de l'ombre. Oui, Non, mais Yahya, pourquoi il était- s'éclipse de cette façon On dirait qu'il se cache. Qu'est-ce qui se passe Oui, Yahya, c'est quelqu'un qui a toujours dirigé les ficelles derrière les rideaux. Ouais, Yahya, bon, c'est une personne Vous qui pensez s'est qu'il jamais tirait les affichée. ficelles, Yahya C'est Moi, je n'y franchement, crois pas trop, c'est hein. Moi, très pour moi, difficile oui, de dire, mais Vous savez l'expression avoir un fil à la patte. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement destiné aux agents qui travaillent avec les services secrets. Mais c'est aussi l'image est tirée de la marionnette. La marionnette, on la tient avec des ficelles à chaque membre, Ouais. 2 mains et les 2 pieds. C'est ça le fil à la patte. Moi, je crois que Yahya, c'est le gars qui a un fil à chaque patte. Et que lui ne tient aucun. non, mais Très franchement, justement, c'est ce que je j'allais suis dire. très étonné que les C'est- gens disent c'était qu'ils pas tirent sur des Yahya. ficelles. J'étais en train justement de parler sur les profils des gens qui seront recrutés. Je pense qu'il y a 2 critères très très importants. Le premier critère, c'est la personne qu'on doit recruter ne doit pas nous dépasser déjà en intelligence. Ça, c'est de une. La deuxième des choses, c'est Ça, que c'est pas très compliqué, la- s'agissant la- du la- régime justement, et de- c'est le et deuxième de point ceux qui est le compliqué. Le concernent. deuxième point, je pense, c'est le point le plus important. Je pense que les personnes qui recrutent, c'est des personnes sur lesquelles ils ont tous des dossiers. Si par exemple la personne essaye de fuir de gauche Ça à revient à ce que vous droite, disiez tout à l'heure, ça veut dire qu'ils prennent des Effectivement. personnes compromises. effectivement, Ouais. on a vu ça aussi, c'est ce qu'on appelle chez nous l'achat de la paix sociale avec l'enseigne. Comment on a pu museler les jeunes? C'est ainsi. Oui. On vous donne l'argent,
faites ce que vous voulez. On achète la paix sociale. Même celle-là, l'ancien Premier ministre l'a dit. Voilà, effectivement, la compagnie du président Bouteflika, il a dit et même c'est des Algériens. Voilà. Donc c'est une manière indirecte. Donc c'est un système qui essaie d'avoir toujours le dessous sur tout le monde. Le dessus sur tout le monde. Moi, ce que j'aimerais rajouter, ce qu'on oublie de dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ce remaniement, ce changement, ce nouveau gouvernement, d'ailleurs, qui émane d'une chambre basse qui est illégitime, rappelons-le, hein, on parle de 11 à 19% de taux de participation. Mais ce remaniement, rappelons-le, qu'il y a 14 quand même nouveaux ministres dans l'exécutif, ce qui est chose très rare et singulière. Ceci explique aussi pourquoi, parce que peut-être aujourd'hui, ce régime est face à une situation très inconfortable. Ne serait-ce que par rapport aux abstentions, par rapport aux résultats finalement qui ont été prédits et rafistolés à la dernière minute. Mais ils ont retenu une leçon, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens un peu sur cette notion d'impopularité, où ils ont essayé à travers peut-être ce nouveau gouvernement, ce nouvel exécutif, de donner un nouveau souffle de départ. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils sont dans une illégitimité et puis dans une espèce de renouveau de façade. On salue quand même la nomination du ministre de la Santé, qui, rappelons, est un chirurgien. Tout le monde se semble satisfait. Non, mais il faut souligner qu'on est passé d'un gouvernement d'une moyenne d'âge, je pense, de 76 ans à 79 ans. Un truc comme ça. Non, mais 73 à 76 la ans. moyenne a monté. Bien sûr. Non, mais je parle sur le degré de compétence. On a le salut quand même, on a le mérite de dire que cette personne, sous réserve bien évidemment, est quelqu'un du secteur. Mais en même temps, ça nous renvoie sur une autre problématique, qui est de dire, aujourd'hui, vous avez beau avoir une compétence, vous pouvez avoir un exécutif compétent, mais qui va gérer dans un environnement inapproprié, où il y a une inertie, un statu quo, une instabilité politique, et une espèce de vacance justement du poste du chef de l'État. Donc forcément, cette compétence, elle va être, on va dire, gaspillée quelque part. Donc aujourd'hui, rappelons-le, et je reviens sur ce remaniement, pour moi, à mon sens, ce remaniement est un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire qu'on a gratifié, aussi, c'est un point très important à rappeler. Voilà, c'est la fête au village. Rappelons-le, même si on est dans un moment de solennité et de sérieux, ce gouvernement va essayer de mettre en place les injonctions comme ses prédécesseurs l'ont fait. D'ailleurs, M. Tebboune, dès sa déclaration de passation de pouvoir, a émis un certain engagement envers Bouteflika pour dire que nous allons continuer ce programme de Fakhamatouhou. Oui. Mais c'est là où la question réside. Si on limoge ses prédécesseurs pour leur défaillance et qui en même temps sont là pour essayer d'introduire les injonctions de ce gouvernement et notamment le programme, qui est défaillant finalement? Alors, il reste 4 minutes. Je pense jamais, il y a un point sur lequel on ne doit pas passer, c'est l'approche aussi des élections présidentielles 2019. Hein. Oui. C'est un point très très important. Je pense que justement, changer tout le gouvernement aussi est un signe de préparation pour les prochaines élections présidentielles. Donc on ne veut pas rester avec les mêmes cartes pour affronter les citoyens algériens. Parce qu'il faut savoir que Bouchouareb, Grim, etc., c'est des gens qui sont très détestés par les citoyens. Oui. Donc du coup, je pense que... Ravaler les façades. Effectivement, je pense qu'ils sont en train de changer leur image de façade. Effectivement. Et peut-être maintenant qu'ils vont nous ramener des ministres qui vont avoir tout un tout autre langage. Donc du coup, je pense que aussi, il ne faut pas négliger ça. Il faut prendre ça très très au sérieux. Parce que... Alors, comme il ne nous reste plus, on pourrait en faire une émission de ce sujet. Mais sinon, donc, j'aimerais que vous, pour ceux d'entre vous qui ont des informations ou d'autres, sur les personnes qui restent, qui ne sont pas partis, comme par exemple Pharaon, comme certains qui sont partis dont on ne comprend pas pourquoi ils ont été retenus par les autres, et les nouveaux arrivants, parmi les nouveaux arrivants, comme vous venez de le dire, Ben Isri, le professeur de médecine, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire sur les uns et les autres? Est-ce que vous avez des informations sur... Je pense que pour le cas de Pharaon, c'est la caution jeunesse. Vous pensez? Comme pour le ministre d'ailleurs du tourisme, je pense, qui a 32 ans. Donc il faut... Elle n'aurait été retenue que parce qu'elle est certainement, jeune? Certainement. Certainement, parce qu'ils savent très bien qu'il y a un gros bémol sur ce point, sur lequel justement c'est un État jeune, c'est un pays jeune, plus de 70%, qui est représenté par
une certaine catégorie d'âge. Heureusement qu'il y avait Pharaon au gouvernement, sinon on aurait une moyenne d'âge de 80 ans. Voilà, c'est un peu pour les statistiques, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien à attendre. Hein. On l'a dit, le Premier ministre, il a 72 ans, le nouveau président de l'APN, 82, le président de la République n'en parlant pas. Le chef d'état-major, tout. Il n'y a rien à... Ça, c'est le résultat d'une déroute généralisée, finalement. Ce gouvernement, c'est un rafistolage qui n'a aucun sens et qui n'apportera rien. De toute façon, les moyens financiers ne sont plus là. Et ils vont, c'est ce que j'ai défendu tout à l'heure, ils vont plutôt tenir le pays sur les mois qui restent pour les prochaines échéances. Et là, je rejoins effectivement pour la prochaine présidentielle. Mais il n'y a absolument rien à attendre, ni de tel nom, ni de tel autre, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit, combien même, et sans dénigrer la compétence des uns ou des autres, combien même ils en auraient, et combien même ils voudraient faire mieux, plus, aller plus loin, ils ne peuvent pas. Ils sont enfermés dans ce régime qui, de toute façon, ne cherche qu'à satisfaire ses propres clientèles et ne pas aller plus loin. Répondre au coup à coup sur des rapports de force, mais il n'en sortira pas grand-chose, si ce n'est une complication augmentée de la situation. Et on voit bien que les Algériens, là, le niveau de vie s'est encore dégradé. Je crois qu'il y a une perte de près de 30% pour les Algériens, compte tenu juste de ce qui s'est passé depuis le début de l'année avec la nouvelle loi de finances. Donc, d'ailleurs, j'écoutais le Premier ministre quand il a sa première déclaration, il a dit qu'il avait 3 priorités. Il les a citées dans l'ordre. Il a dit l'habitat, le logement, et il a développé pendant très longtemps sur l'habitat, comme si qu'il était encore resté ministre de l'habitat. Et je crois qu'il n'a pas bien compris. C'est un pli. Oui, je crois qu'il n'a pas bien compris qu'il était Premier ministre. Et ensuite, il a parlé de la santé et de l'éducation. Et puis, il a dit, en marquant un point d'arrêt, et il y a une autre priorité, c'est la reconversion de l'économie. Je crois donc on a un Premier ministre qui a tout compris et qui va certainement faire la révolution dans ce pays. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à vous trois. J'aimerais juste vous dire, mes chers amis, que le top 3, nous allons le laisser souffler un peu pendant Ramadan, et vous laissez souffler vous aussi, vous respirez un peu. Et nous allons peut-être commencer une émission un peu spéciale, B'Darja, à partir de mardi, où nous parlerons de notre vie de tous les jours, de nos valeurs perdues, de celles que nous avons réussi à garder, de nos perspectives, de nos espoirs, de nos rêves et de nos colères aussi. Merci beaucoup. À la prochaine.